Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On ne peut s'empêcher de penser à Coluche ce matin. Il y en aura pour tout le monde, c'était le titre de son émission sur Europe 1. Il y en aura pour tout le monde, en effet, à la lecture du projet de budget 2025. Enfin, surtout pour les entreprises et les contribuables. Plus de 19 milliards de hausses d'impôts et de taxes sur l'électricité, les voitures polluantes, les billets d'avion. Plutôt salée l'addition, mais l'État le jure la main sur le cœur, Barthélémy Philippe. Il va se serrer la ceinture, on est prié de le croire. Oui, il y a d'abord les 40 milliards de dépenses publiques en moins. La moitié concerne l'État et ses opérateurs. Au total, les coupes dans les budgets ministériels atteindront 20 milliards d'euros. Il y a des dégâts à l'éducation nationale qui perd 4000 postes d'enseignants, mais aussi dans les politiques d'aide aux entreprises comme l'apprentissage, raboté de 2,5 milliards d'euros. Le reste de l'effort est réparti entre les collectivités, 5 milliards d'euros, et la sécurité sociale, 15 milliards d'euros. Malgré tout, Laurent Saint-Martin défend un budget d'équilibre. Je crois que nous proposons un chemin d'équilibre surtout responsable. C'est un chemin qui exclut tout matraquage fiscal et toute cure d'austérité. Pas de matraquage fiscal donc, mais 20 milliards de hausse d'impôts tout de même. À elle seule, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grands groupes rapporte 8 milliards d'euros, tandis que les 65 000 ménages les plus fortunés paieront un impôt temporaire qui doit rapporter 2 milliards d'euros. Enfin, l'État va encaisser 3 milliards d'euros grâce à la hausse de la taxe sur l'électricité, dont l'impact sur les factures sera compensé par le repli des tarifs de marché. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. La gauche et les syndicats vent debout contre les 4000 suppressions de postes prévues dans l'éducation. Austérité, calamité reviennent en boucle pour qualifier ce budget. Il est perfectible, assure Michel Barnier. Le Premier ministre renvoie la possibilité d'en aménager les contours au débat parlementaire. Rendez-vous à l'Assemblée le 21 octobre. La partie s'annonce d'ores et déjà très compliquée pour le gouvernement, Arthur Delaborde. L'addition pour le moins salée est difficile à faire passer auprès des Français, mais le ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, parle d'un chemin de responsabilité. On doit faire des choix courageux maintenant pour s'éviter des choix douloureux plus tard. Ce n'est ni une cure d'austérité, ni un matraquage fiscal. Être responsable plutôt que populaire, voilà la philosophie mise en avant par Michel Barnier. Peut-être une manière de préparer les esprits à un 49-3 qui semble à ce stade inévitable face à des oppositions en colère et de vives tensions au sein même de l'alliance LR-Macronie. Malgré tout, le ministre de l'économie, Antoine Armand, tend la main aux parlementaires. Nous sommes à la disposition désormais de la représentation nationale pour que le débat parlementaire vive, aussi pour que des propositions puissent être faites pour améliorer ce projet qui est évidemment perfectible. Et face à un gouvernement brisant les tabous du macronisme sur les hausses d'impôts, le président, lui, est apparu en retrait lors du Conseil des ministres, confie un participant. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et il n'était pas encore dévoilé, ce projet de loi de finances, qu'il était déjà remis en cause par le Haut Conseil des finances publiques. L'encre était à peine sèche que les sages ont sorti le stylo rouge, trop optimiste sur les prévisions de croissance l'an prochain, cachotier sur la répartition des efforts et les moyens de réduire le train de vie de l'État, disent-ils en substance. Autre réaction, celle des agences de notation. La France va lever 300 milliards d'euros l'année prochaine sur les marchés, un record. À quel taux? Petit indice ce soir avec le verdict de l'agence Fitch. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. La stupeur à Grenoble où une fusillade a éclaté en plein centre-ville hier matin. On se croirait dans un Far West, c'est la guerre, voilà ce que racontent les Grenoblois. Cette fois, c'est un fourgon de transport de fonds qui a été attaqué. À l'intérieur, 7 millions d'euros. Les malfaiteurs sont repartis des mains vides après un échange de coups de feu avec les convoyeurs qui se sont défendus. Tout ça en plein milieu de matinée. Les Grenoblois sont médusés. Reportage Jean-Luc Boujon. Stéphane est le gérant de la pizzeria située juste à côté du carrefour où a eu lieu l'attaque du fourgon. Et sur sa façade, on peut voir un impact sûrement de balles qui aurait pu être dramatique si effectivement je mettais en place ma terrasse ou décaler un peu plus de 50 cm. On aurait pu effectivement avoir des blessés ou des morts. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont armés vraiment avec des armes lourdes. Donc on se dit mais on est où? Et ça fait peur. Un sentiment encore plus fort chez Sandra qui tous les jours vient travailler en centre-ville. À Grenoble en ce moment, ça tire de partout. C'est la guerre en fait à Grenoble. On ne peut plus ressortir tranquille. Moi, je travaille juste à côté. Je prends les transports. Je me dis, je vais aller me chercher quelque chose à la pharmacie ou quoi. Je me prends une balle. J'ai peur. Ça ne peut plus durer, estime Clément Chappet, porte-parole d'un collectif qui souhaite l'alternance politique à Grenoble. C'est une scène de Far West, en fait. Et en face, on a une municipalité qui fait rien. Éric Piolle reste dans son déni, quels que soient les faits. Il refuse d'armer sa police municipale parce qu'il explique qu'elle n'est pas là pour protéger la population. Et en fait, au bout d'un moment, avec tout ce cumul, on a quand même la sensation que Grenoble est en train d'exploser et par tous les bouts. Lourdement armé de
kalachnikov et d'armes de guerre. Les malfaiteurs sont pour l'heure toujours en fuite. Grenoble, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Et attaque qui n'a fait ni victime ni blessé. Enquête confiée à la juridiction interrégionale de Lyon, spécialisée dans l'instruction de dossiers liés à la criminalité organisée. Une situation très tendue également en Martinique. Les manifestations contre la vie chère tournent à l'émeute depuis plusieurs jours, malgré le couvre-feu. Fermeture de l'aéroport Aimé Césaire, envahi par les manifestants. Tous les avions à l'approche sont déroutés sur la Guadeloupe. Nombreux pillages de magasins cette nuit, dont celui du leader de la grande distribution GBH, entièrement dévalisé. Écoles, collèges et lycées resteront fermés aujourd'hui. Décision du rectorat. Et il y avait foule hier aux obsèques de Michel Blanc qui avait lieu en l'église Saint-Eustache à Paris. Ses copains du Splendide, bien sûr, beaucoup de stars du cinéma. La ministre de la Culture, Rachida Dati, était là. Brigitte Macron aussi. Des obsèques que les fans du comédien ont pu suivre à l'extérieur de l'église grâce à des haut-parleurs. Antoine Bienvaux était à leur côté. Reportage. Des applaudissements pour un ultime au revoir. Sur le parvis de l'église Saint-Eustache, ils sont des centaines à saluer la sortie du cercueil de Michel Blanc. Pris par l'émotion, Patrick a du mal à contenir ses larmes. Je suis un peu ému, parce que c'est une partie de ma jeunesse. Il ne faut pas retenir que ce qu'il a fait dans Les Bronzés. C'était pour moi un comédien très complet. À quelques mètres de lui, Pierre, lui aussi ému, n'a rien raté de la cérémonie. C'est vrai que c'est une personne qui nous a accompagnés toute notre vie, en fin de compte. Moi, j'ai eu la chance de le connaître 3 ans au début des Bronzés, et c'était vraiment quelqu'un de très très bien. Une cérémonie émouvante, mais aussi et surtout joyeuse, comme le souhaitait la compagne de Michel Blanc. C'est d'ailleurs avec le sourire que Josiane Balasco ressort de l'hommage, convaincue que son ami de toujours aurait apprécié ce moment. Il y avait beaucoup de gens, il y avait même un Jean-Claude Duss derrière. Et je crois qu'il aurait aimé, il y a du décorum, de la bonne musique, et beaucoup de gens qui l'aimaient. L'hommage se termine par une chanson intemporelle pour accompagner une dernière fois Michel Blanc vers le pays merveilleux des grands acteurs. Un reportage sur le parvis de l'église Saint-Eustache à Paris. Antoine Bienvaux. Et puis en tennis, Rafael Nadal annonce que tout le monde redoutait. Il mettra un terme à sa carrière fin novembre. À l'issue de la phase finale de la Coupe Davis, Rafael Nadal, c'est 22 titres en Grand Chelem, dont 14 Roland Garros. Record de Borg pulvérisé. L'Espagnol au corps supplicié par les années d'efforts l'a annoncé dans un message vidéo. Je suis là pour annoncer que je me retire du tennis professionnel. En réalité, j'ai vécu des années difficiles, surtout les 2 dernières années. C'est une décision évidemment difficile, et cela m'a demandé du temps pour la prendre. Je crois que c'est le moment idéal pour mettre un point final à ma carrière. Une carrière qui a été longue, avec bien plus de succès que je ne l'aurais imaginé. Voilà, Rafael Nadal salué par de nombreux joueurs et ex-joueurs, dont Roger Federer. J'ai espéré que ce jour n'arrive jamais. Merci pour tous ces souvenirs inoubliables. Cela a été un honneur absolu, écrit le Suisse sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une page qui se tourne dans l'histoire du tennis mondial. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans 10 minutes, les enfants d'Europe 1, votre rendez-vous quotidien avec les archives de votre radio préférée. Et avec vous, Laure d'Autriche, que va-t-on entendre ce matin, Laure? Bonjour. Bonjour à tous. Un petit phénomène dans le milieu de l'automobile quand la Renault Twingo a été présentée en octobre 92. Allez, à tout à l'heure. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin.